Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 5 mai 2023. C'est le jour après une belle journée qui était donc hier. Et hier, pourquoi c'est une belle journée? Parce que nous, on est gestionnaire de portefeuille et donc on regarde finalement beaucoup les statistiques économiques et tout ça. Et hier, finalement, M. Powell, le patron de la Réserve fédérale américaine, a augmenté les taux d'intérêt de seulement 0,25, c'est-à-dire 25 points de base, comme on dit. Oh, c'était attendu, mais une chose que c'était pas attendu, il a omis de dire, donc il n'a pas dit quelque chose qu'il disait toujours dans les autres fois, quand il les augmentait. Les autres fois, il disait que il fallait s'adapter au fait que l'augmentation des taux d'intérêt n'était pas terminée, que finalement, enfin, ça aurait créé du chômage, et puis enfin, enfin, une continuation dans la hausse des taux d'intérêt. Mais hier, il a sauté cette phrase-là. Il a tout simplement, comme, c'est ça, il a augmenté de 0,25 sans dire plus qu'est-ce qu'il va faire par la suite. Ça, c'était très bien. Par contre, une chose aujourd'hui qui est moins peut-être dans le sens de favoriser la non-hausse de taux d'intérêt à venir, c'est que aux États-Unis, les statistiques sur le taux de chômage américain sont excellentes. C'est-à-dire, on a créé, je pense, 200 et quelques mille emplois de plus. Le taux de chômage a baissé à 3,4. Finalement, l'économie américaine va bien. Et ça peut-être, ça fait repenser à M. Powell que peut-être il va augmenter encore les taux d'intérêt. Enfin, on verra tout ça. Mais beaucoup de journaux aujourd'hui, enfin, toute la presse finalement financière et tout ça, de temps en temps, ça sort l'idée que M. Powell est en train de nous créer une sorte de stagflation ou stagflation en français. Mais qu'est-ce que c'est cette stagflation? Donc, je sais ça. Le sujet de cette vidéo est de vous parler de la stagflation ou stagflation, comme c'est le titre. C'est le même en français comme en anglais, la terminologie. Mais comme il dit, c'est un mot valise, c'est-à-dire c'est la stagnation et l'inflation. Donc, le risque de M. Powell, c'est que pour vaincre l'inflation, il augmente de beaucoup les taux d'intérêt, mais à tel point qu'il gèle l'économie et l'économie n'est plus capable de remonter. C'est ça, la stagnation économique accompagnée d'inflation. C'est né la première fois comme terme en Grande-Bretagne, parce que dans les années 60, en Grande-Bretagne, ils avaient justement ça, stagnation et inflation. Donc, un économiste anglais avait sorti le mot stagflation, et puis depuis, c'est resté. On veut savoir c'est quoi la situation dans laquelle on a stagflation, c'est-à-dire une situation dans laquelle c'est pas vrai qu'en en augmentant les taux d'intérêt, finalement, on écrase un peu l'économie, mais pas trop. Mais après, dès qu'on remonte les taux, on abaisse les taux d'intérêt, l'économie reprend. Non. Quand on est en stagflation, c'est comme avoir tué le malade, en quelque sorte. Les symptômes sont les suivants. Regardez. On a un taux d'inflation élevé. Ça veut dire, ça, c'est quand on a stagflation, c'est les trois versions ensemble. Donc, taux d'inflation élevé, taux de croissance économique ralenti, et ensuite un taux de chômage qui reste élevé. Donc, vous avez le chômage qui est élevé, l'inflation qui est élevée, l'économie qui ne va pas bien. C'est ça le risque qu'on voit que ça pourrait nous attendre comme possibilité selon les économistes qu'on lit et tout ça. Moi, je dois vous dire, je viens de la vraie stagflation qu'on a connue dans les années 73. C'est la seule stagflation vraiment, je crois, qu'on a vécue en Amérique du Nord. On n'avait pas ça avant dans les siècles précédents. C'est vraiment une affaire nouvelle, en quelque sorte, comme phénomène. Et regardez, mais je vais vous en parler après de tout ça. Mais regardez, la situation, donc, c'est les trois que je vous ai dit ici. Le dilemme pour M. Powell, c'est qu'il veut réduire l'inflation, mais pour exacerber le chômage. C'est-à-dire, le fait de réduire l'inflation, ça fait augmenter le chômage, selon la courbe de Phillips qui est là, dont on avait déjà parlé, c'est-à-dire l'inflation en verticale et en horizontale, le taux de chômage. Si on augmente, si on veut écraser l'inflation, donc aller vers le bas ici dans l'inflation, on augmente finalement le taux de chômage. En réalité, selon la stagflation, le fait de baisser, enfin d'augmenter les taux d'intérêt, ne crée rien finalement. C'est comme si le marché était congelé désormais. Il était comme gelé dans une situation de laquelle il ne peut pas sortir. Donc regardez les explications pourquoi on peut finir dans une situation comme là. Donc la presse américaine nous dit que peut-être on pourrait s'en aller dans une stagflation. Pour l'avoir, il faut avoir deux raisons.
La première, c'est avoir un choc d'offres. Mais c'est quoi un choc d'offres? Le choc d'offres, ben, je vais vous en parler tantôt, mais c'est finalement, il y a une augmentation de prix soudaine de quelque chose, et puis finalement, ça chambarde l'économie. Ensuite, c'est provoqué par les gouvernements. C'est la combinaison de ces deux facteurs-là qui crée le stagflation. Moi, je dois vous dire, comme je vous disais au départ, j'ai vécu la stagflation des années 70. Et dans les années 60, ça a commencé en réalité en 1967. En 1967, juste pour vous donner c'est quoi le choc d'offres, en 1967, nous sommes en juin, et Israël attaque les pays arabes qui étaient autour d'Israël et qui voulaient l'assiéger et puis voulaient enfin le remettre à la mer. Donc finalement, les pays arabes sont défaits par la guerre des 6 jours par Israël, mais la conséquence, c'est que le canal de Suez, qui est du côté égyptien, l'Égypte a décidé comment dire, bloquer le canal de Suez. Et ce qui fait, c'est que les bateaux, mettons, qui portaient le pétrole en Europe ou ailleurs, finalement, et qui prenaient le canal de Suez pour aller justement dans la Méditerranée, puis aller dans les pays européens, et finalement, ils devaient faire tout le tour de l'Afrique. En faisant tout le tour de l'Afrique, ça coûtait cher, naturellement. Ça faisait augmenter les prix. Ensuite, les années passent un peu comme ça, là, puis on arrive en 1973, une nouvelle guerre. Cette fois, c'est la guerre du Yom Kippour. Et dans la guerre du Yom Kippour, c'est que finalement, les pays arabes la perdent, la guerre contre Israël, et décident de ne plus vendre de pétrole. Et donc, ils suspendent les livraisons de pétrole aux pays européens, et même nous ici, on en achetait déjà aussi de ce pétrole-là. Et la conclusion, c'est qu'il y a une flambée de prix. Alors regardez, dans les années 1976-73, on a eu la guerre des 6 jours. Donc allez la voir sur Wikipédia, c'est bien raconté, je crois. Et de 6 jours 1967. Et c'est ensuite, donc, blocage du canal de Suez pendant 7 ans. Ensuite, vous avez la guerre du Yom Kippour, appelée comme ça, en 1973. Toujours à Israël contre les autres pays arabes ou arabes contre Israël. Finalement, la guerre du Yom Kippour a fait en sorte que finalement le prix de l'essence s'est mis à monter énormément parce qu'on n'avait plus l'approvisionnement de pétrole arabe des pays producteurs. Donc, juste pour vous dire une anecdote, à l'époque, on avait en Amérique du Nord des voitures immenses. Vous savez, des choses comme 400 pouces cubes de moteur, 8 cylindres, des grands bateaux. Et moi, j'en avais un comme ça aussi, naturellement, ma femme et moi. Et encore jusqu'en 1973 au début, ma femme et moi, on pouvait faire l'essence, le plein d'essence, et ici à Montréal, et ça coûtait 27 cents, notez bien, 27 sous de dollars canadiens pour un gallon impérial. À l'époque, on n'avait pas les litres, mais les gallons. Et le gallon impérial était 4 litres et demi. Imaginez 4 litres et demi d'essence pour 27 sous. Après, naturellement, à cause de la guerre et puis tout ça, le prix a quadruplé. Et ça a créé de l'inflation. Finalement, ça a été un choc. C'est ça le choc d'offres, c'est qu'à un certain moment, le prix du pétrole s'est mis à augmenter énormément. À l'époque, on a même à un certain moment bloqué aux États-Unis les salaires, bloqué finalement l'augmentation des prix pendant des mois, parce que naturellement, tout flambait, tout devenait gros. Nous-mêmes, la grosse voiture qu'on avait, il fallait l'abandonner parce que ça coûtait tout cher, et on prenait les nouvelles voitures de l'époque. À l'époque, il y avait Toyota qui avait commencé à produire des petites voitures. Mais en Amérique du Nord, les petites voitures de Toyota, ça faisait rire un peu, c'était pour enfants. Mais là, après, c'est devenu quelque chose de très généralisé, parce que ça consommait beaucoup moins. Après quoi, qu'est-il arrivé? Quand on a donc la guerre du Yom Kippour, on a finalement le blocage du pétrole, les pays arabes ne donnent plus le pétrole, et les États-Unis, en même temps, pour compenser la hausse, ils ont fait l'erreur d'augmenter la masse monétaire de 15% en 1973. Et puis finalement, c'est plus que ça, voyez-vous. L'inflation a doublé en 1973. Là, je parle des États-Unis, mais c'est le Canada, c'est la même chose. En 1973, et l'année suivante, en 1974, elle était à 2 chiffres, donc au-delà de 10%, imaginez. En même temps, le taux de chômage était monté à 9% en 1975. Donc, voyez-vous les conditions ici, vous dites, taux d'inflation élevé,
croissance économique a ralenti parce que finalement, le choc du pétrole a fait ralentir l'économie globalement. Ensuite, le taux de chômage était élevé. Là, à l'époque, il y avait donc toutes les conditions qu'on appelle pour la stagflation. Aujourd'hui, je dois vous dire, peut-être parce que moi je suis un vieux de la vieille et j'ai vu c'est quoi la vraie stagflation, je n'y crois pas aujourd'hui qu'on arrive à ça, du tout. On n'a pas les mêmes chocs mondiaux. On ne sait jamais, naturellement, qu'est-ce qui peut arriver, mais on est beaucoup plus, comment dire, aguerri, on est beaucoup plus conscient des problèmes, alors que ça va être toute une surprise. N'oubliez pas qu'en 1973, on a eu aussi comment dire, l'accord de Bretton Woods qui a sauté. Quelque part, c'est marqué ici, voyez-vous. Fin de l'accord de Bretton Woods. C'est-à-dire, d'un coup, les pays pouvaient imprimer de l'argent sans être liés au prix de l'or. Et donc, finalement, ça devenait la fiat money qu'on connaît aujourd'hui. La monnaie qu'on a dans la poche, c'est ça, ça vaut rien finalement. Au bout de la ligne, il n'y a rien qui barque ça en arrière, dans le sens que c'est une convention. Moi, je paye mon muffin et mon café avec 10 dollars, et celui de l'autre côté qui me le donne, il croit que mon 10 dollars vaut tout ça. C'est une convention. Mais à l'époque, non, l'argent était considéré basé sur du solide comme l'or et puis des choses ce que paraissait solide à l'époque. Donc finalement, dans les années 70, donc, non seulement on a eu une masse monétaire qui a grandi d'une façon exagérée et pas tout à fait conforme à ce qu'on ferait aujourd'hui, et puis finalement, il y a eu le fait de l'histoire de l'offre, et naturellement, donc, les gouvernements ont collaboré en augmentant trop la masse monétaire et en créant donc l'inflation. Et le choc de l'offre était justement cette histoire de pétrole qui avait donc doublé en 1961, l'inflation et tout ça. Regardez, sans aller plus loin dans tout ça, mais vous avez dans la bibliographie qui vient avec ce vidéo, allez voir par exemple, justement sur Wikipédia, toute l'histoire de ces guerres et qu'est-ce que ça crée finalement du côté de l'inflation. Donc, d'un côté, on a le choc de l'offre, mais aujourd'hui, je ne sais pas encore on aurait le choc de l'offre, et provoqué par les gouvernements. Oui, ça serait provoqué par M. Powell, éventuellement, s'il augmente trop les taux d'intérêt. Mais lui aussi est conscient qu'on ne peut pas jouer comme on faisait à l'époque. Vous savez, dans les années 70, il n'y avait pas une grande culture. C'est à travers les années 70, 80, 90 et tout ça que tout le monde a bien appris, je crois, enfin, on n'est plus cultivé à savoir gérer l'économie de comme on faisait dans l'époque. Donc, intéressant à voir, c'est ici, regardez, le Misery Index. Il y a déjà une vidéo sur le Misery Index. Mais ici, juste pour vous le montrer, Gary pourrait vous le montrer, à prendre la page. C'est intéressant, c'est récent. Je pense que c'est le Misery Index 2020. Donc, le Misery Index, parce qu'il y a différentes versions. Mais la version ici, là, qui est montrée, c'est la version dans laquelle on prend le taux de chômage plus le taux d'inflation, la somme des deux. Donc, si vous regardez le pire des pays dans le monde, au moins en 2020, était le Venezuela, avec un Misery Index de 3827. Au fur et à mesure que vous descendez, ça va de mieux en mieux. Et si vous arrivez, par exemple, au tout dernier, c'est quoi le tout dernier? Le tout dernier, c'est-à-dire le meilleur, le Guyana, moi, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Mais Taïwan, ça c'est crédible. Taïwan, ensuite le Qatar, ensuite le Japon, et puis tout ça. La Suisse, voyez-vous, c'est ça. Le Canada n'est pas loin de tout ça. C'est vraiment lui aussi aux alentours de, comme les États-Unis à peu près. Ça, c'est les États-Unis, c'est 16,7. Et puis le Canada est 18,1. Voilà. À présent, historiquement parlant, dans le même site, peux-tu aller plus haut, Gary, s'il te plaît? On va montrer plus haut encore. Voilà. Regardez, selon les présidents américains, quelle était la pire année. Donc, la pire année, c'est rien de moins que celle de M. Jimmy Carter, le président américain, 1977 et 80, mais parce que lui, il était pris avec toute l'inflation et avec tous ces problèmes-là. Et donc, notez bien, c'était 16,26. Et vous savez, c'est qui est un bon, c'est-à-dire un bas finalement, Misery Index, parce que plus il est bas, mieux c'est.
Allez plus bas dans tout ça, puis vous allez voir à présent, vous avez Donald Trump, c'était 6,91. Finalement, les premières années de M. et les 4 années de M. Trump, du point de vue de l'économie, c'était excellent. Et donc, regardez, taux d'inflation et taux de chômage, le total faisait 6,91. C'était peut-être mieux que lui, il y a peut-être quelqu'un, 6,91. Moins que c'est ça, c'était Lyndon Johnson. Mais Johnson, c'était un président d'une année, parce que quand un peu plus, parce que quand Kennedy est mort, c'est lui qui était venu, mais ça a duré juste les 2-3 ans qui restaient encore à M. Kennedy à vivre et remplacé par M. Johnson. Voilà. Si vous regardez encore, est-ce qu'il y a autre chose à regarder ici? Hein? On a fait, voilà, ça c'est pour tous les pays. Notez, regardez par exemple, il vous dit que le Venezuela, ici, le Misery Index, mais ça c'est 2013, donc c'est vieux, mais il vous dit aussi quel est le facteur principal, donc c'est les prix à la consommation. Dans d'autres pays, c'est par exemple le taux de chômage. Par exemple, prenez l'Égypte, c'est le taux de chômage, celui qui compte le plus pour dire que le Misery Index est élevé. Si vous allez plus bas, si vous prenez par exemple, je ne sais pas, la France c'est 13,9, mais là c'est vieux, ça c'est 2013, il n'y a pas de table plus récente. Et puis c'est tout. Le Canada, naturellement, Canada et États-Unis, plus ou moins, sont toujours dans le même niveau. Voilà, c'est pour vous dire que, est-ce que la question était, est-ce que c'est vrai que ce que disent les journaux américains ou qui font, vous savez, ils sont toujours en alerte pour faire peur à tout le monde, et qu'on s'en va vers la stagflation. N'oubliez jamais, 3 conditions ça prend pour faire la stagflation, et on n'y est pas. Surtout si vous pensez que aujourd'hui plutôt, le taux de chômage américain était finalement très bas, 3,4, et puis en plus, on avait créé des emplois pour des centaines de milliers de nouveaux emplois. Donc, on n'est pas du tout dans le même cas. À moins que M. Powell décide d'augmenter les taux d'une façon folle, mais je doute parce que quand même, quand il parle et il dit qu'il augmente les taux d'intérêt, en effet, c'est le consensus de tout un groupe de personnes autour de lui. Autrement, il ne pourrait pas dire ce qu'il dit. Et une fois dit tout ça, à la prochaine.